Nous, les femmes, on ne se trouve jamais assez jolies. J'ai encore grossi. Merde, j'ai un bouton. C'est quoi encore ces rides là ? Ils me font quoi mes cheveux là ? Sale gueule ce matin. On passe une grande partie de notre vie à essayer de l'être toujours plus, comme un leitmotiv. Je suis habillée comme un sac. Faut vraiment que j'achète de l'anti-cerne, ça urge. Ah bah non, je peux pas sortir comme ça. Et puis quand on vieillit, on se dit qu'on était drôlement bien avant et qu'on aurait dû en profiter au lieu de complexer. Et là comme ça va comme ça. Et là, comme ça va ? Enfin bref. Et le jour où la ménopause fait toc toc toc, comment lui ouvre-t-on la porte ? Avec soulagement ou avec une pointe de nostalgie pour ce qu'on a été ? Aujourd'hui, dans Allez j'ose, j'ai eu envie de vous proposer un épisode un peu différent. Un épisode où deux voix se répondent et s'entremêlent. Celle d'une femme, et une fois n'est pas coutume, celle d'un homme aussi. Elle est comédienne et metteuse en scène. Il est psychiatre et psychothérapeute. Ils ne se connaissent pas, mais auraient probablement beaucoup de choses à se dire. Mathilda May et Christophe André se parlent par voix interposée de la ménopause, du temps qui passe et des différentes façons d'y faire face. Je les ai rencontrés tous les deux. Avec Mathilda, on a discuté en regardant la pluie tomber. Avec Christophe. C'est Elsa! Ça va? On a bavardé dans son jardin, au son du chant des oiseaux. Pas de venir jusqu'à Deux voix, deux vécus, deux regards. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Pour moi, vous avez été... Vous êtes l'emblème, vous êtes une icône. Ah, je sais, ça doit être lourd, tous ces mots que je vous dis. Non, surtout, je me suis jamais perçue comme ça, sans Ouais. des termes, j'ai vu passer, j'ai vu passer des termes récurrents, mais qui sont des termes un peu, qui à l'époque faisaient vendre du papier, qui étaient, sex symbole, des choses comme ça, mais en vrai, moi, j'avais jamais mis ça en place. Je suis pas dans des rapports de séduction de cet ordre-là, sur la question du paraître, etc. Déjà, j'étais très complexée toute ma jeunesse, donc je me maquillais énormément pour pas qu'on voit que j'étais moche. En vrai, je me sentais pas. Et c'est rarement. Enfin, si toutes les personnes belles se savaient belles ou se sentaient belles, il y aurait beaucoup de gens heureux, mais c'est pas le cas. Il y a souvent un grand décalage entre la perception extérieure et intérieure. Enfin, donc moi j'étais pas du tout à l'aise avec mon image. Et puis tout à coup il y a une espèce d'attention qui a été portée médiatique assez forte quand même, où j'avais les projecteurs sur moi et puis avec des terminologies qui ponctuellement, il faut dire quand même, réparaient un petit peu cet ego qui était fragile. Ouais. Et je me sentais un peu exister. Voilà, et on a besoin de ça à sortir de l'adolescence. En tout cas, moi, j'en avais besoin. Enfin, j'en avais besoin puisque je l'ai accepté. Ouais. J'en conclus que je devais en avoir besoin. Et puis progressivement, je me suis sentie un peu enfermée, un peu limitée, comme si un terme effaçait tous les autres. C'est-à-dire que ça devenait les couvertures de magazines un peu devenaient une couverture tout court, quoi. Qu'est-ce qui a fait justement que vous avez accepté de nous recevoir aujourd'hui ? Parce que nous, on vient quand même vous rappeler un peu tout ça, tout en rappelant que on vient parler de la ménopause. La ménopause, c'est un moment d'une vie qu'on traverse. Pourquoi vous avez accepté d'en parler ? Parce que je trouve qu'on manque de rituels de passage. Ah oui ? Et je trouve que c'est extrêmement structurant pour le développement de soi, de marquer et de même quasiment fêter, célébrer d'une certaine manière les étapes de vie. On le voit dans certaines religions, par exemple la bar mitzvah chez les juifs permet aux adolescents de rentrer officiellement dans le monde des adultes et ça a un bénéfice structurant sur le développement, se sentir un homme officiellement clamé par
par les siens. Enfin, ça a une valeur symbolique qui influe sur l'individu. Et je trouve qu'on en manque cruellement et que certaines sociétés, certaines civilisations marquaient ces étapes de vie. Aujourd'hui, il reste plus que le mariage, l'enterrement. Et bon, c'est un peu limité. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étapes dans la vie structurantes. Et pour moi, chaque étape est une construction. D'accord. Et il se trouve que la question de la ménopause, qui a été un peu tabou, mais qui, je pense qu'il est de moins en moins quand même. De moins en moins, mais c'est très très récent qu'on en parle. Qu'on en parle, qu'on ose en parler ouvertement comme ça. Moi, je me suis pas sentie bridée là-dessus. C'est pour ça que j'ai aucun problème à l'évoquer, d'autant que par chance, je fais partie de ce pourcentage de femmes qui n'en a pas souffert outre mesure. Okay. Je dois avouer. Quelle chance. Mais je me demande si c'est pas parce que j'étais à ce moment-là tellement portée par mes projets et mes envies et le désir de faire était tellement fort que je crois que les questions des petites gènes, des gènes physiques étaient vraiment secondaires. Je me souviens là, par exemple, sur le dernier spectacle que j'ai créé, Make-up, je me suis fait une entorse avec arrachement osseux. J'ai attrapé la dengue avant, donc j'ai perdu quasiment tous mes cheveux au moment de la préparation de ce spectacle et j'étais dans un état. Et tout le monde disait, oh là là, ma pauvre, t'as le pied dans le plâtre. Enfin, mais vraiment, je m'en foutais. Tellement la création, c'était ça, tellement le fait de créer était au-dessus. Bien sûr. Tellement au-dessus et tellement plus important. Et j'avais des problèmes à résoudre. Ce sont des spectacles qui demandent un travail colossal. Mais je suis tellement portée par la nécessité de faire que tout le reste, y compris être en béquille, tout ça, pour moi, n'avait pas été vraiment passé au second plan. Donc, il se peut aussi que les questions de la ménopause et des gènes occasionnés été, au moment où c'est arrivé, soit passé au second plan. Vous en avez parlé avec votre fille. Je sais que vous avez une fille et un fils, mais est-ce que non, pas du tout. Non, parce que j'en ai pas fait vraiment. C'était. Vous en avez pas fait état, quoi. Non. Non, bon, j'avais senti. chaud, froid, ok, bon, j'ai bouffé de chaleur, donc c'est très bien, j'en parle avec des amis, on s'habille autrement, on prévoit qu'on va avoir chaud et qu'on puisse enlever le pull, mais c'est tout. Bon, il y a probablement eu, peut-être sur l'humeur, une espèce de petite déprime, mais rien d'alarmant. Non. Quelle chance. Oui, je sais. C'est énorme. Peut-être que si je n'avais pas été portée par les projets, peut-être que j'aurais pris en compte ces symptômes de façon beaucoup plus gênante et forte. Alors, on n'a pas tous des pièces de théâtre à créer, on n'est pas tous comme ça des artistes. Est-ce que finalement, on peut imaginer qu'un nouveau métier, un nouvel amoureux, une nouvelle passion, ça peut finalement nous permettre de ressentir des mots d'une manière différente? En résumé, en fait, à quel point l'état d'esprit l'emporte-t-il finalement sur l'état physique? De manière générale, en médecine, le stress est le grand aggravateur et à l'inverse, l'action, le bien-être, l'intérêt, le fait de faire des choses intéressantes qui nous mobilisent, qui nous rendent heureux parfois, mais parfois aussi tout simplement qui nous prennent, qui nous captivent, qui nous motivent. Ce sont des facteurs d'amélioration. Donc ça, c'est vrai pour toute la médecine. Si j'ai mal au dos, eh bien, le stress aggrave mon mal de dos, même si ce mal de dos a des raisons mécaniques. Et le bien-être ou faire des choses qui m'intéressent, qui tournent mon attention en dehors de moi, vont l'alléger. Alors, voilà, donc c'est vrai aussi de la ménopause, bien évidemment. Alors, la ménopause, c'est pas une maladie, hein, c'est un passage qui varie selon les femmes, qui peut être plus ou moins troublant, perturbant, avec des gènes corporels plus ou moins importantes, déstabilisantes, étonnantes, inquiétantes parfois. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mais donc voilà, c'est vrai que ces facteurs psychologiques, alors c'est pas... Je ne suis pas en train de vous dire que l'esprit peut tout supprimer, tout arranger, tout alléger, mais il peut beaucoup, souvent plus qu'on ne croit d'ailleurs. Hein. Et il y a même des études, des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur ça, sur cette notion d'état d'esprit. Hein. Ils appellent ça le mindset en anglais. Hein, voilà, ils ont montré que quand on a, par exemple, un boulot
fatigant physiquement à faire, si ce boulot a du sens pour nous, creuser un trou, tailler des pierres, enfin des trucs, faire le ménage, des choses un peu pénibles, mais si on arrive à se connecter au sens que ça a pour nous, ce n'est pas absurde, ça a une portée, ça a une conséquence, ça a un intérêt. Eh bien, la douleur physique, la fatigue physique est moins forte, les courbatures sont moins ressenties, alors qu'on fait faire la même chose aux gens. Donc, oui, cet état d'esprit joue un rôle important, effectivement. Donc, on peut dire, en fait, que quand on est dans cette période-là, dans cet état d'esprit un peu de doute et de mal-être, finalement, la création peut l'emporter quelque part ? Moi, je suis médecin, donc il me semble qu'au fond, dans une vie humaine, l'adversité, les bobos, les souffrances, les inconforts, c'est la norme, quoi. Ouais. Il n'y a pas tant de moments que ça où on se sent en pleine santé, totalement léger, sans que notre corps, surtout quand on s'approche de 40, 50, 60 ans, évidemment, quand on a un corps qui est comme une voiture, c'est-à-dire même des belles voitures d'occasion, des belles voitures de collection, quand elles ont un certain âge, elles sont plus fragiles, elles couinent, elles grincent, voilà. Donc, mais c'est un chouette outil, plutôt comme un vieux bateau. Tiens, on va comparer notre corps vieillissant à un vieux bateau, un beau voilier qui a fait plein de beaux voyages. Et bon, il est plus tout neuf, mais il est encore très beau, il peut nous amener partout et il faut juste en prendre un peu plus soin. Donc, voilà, c'est ce petit lot d'inconfort. Je crois qu'il ne faut pas non plus en faire quelque chose qu'on verrait comme une anomalie ou une infériorité ou une infirmité. C'est le marqueur du fait qu'on a vécu, qu'on a fait plein de choses avec notre corps, des choses qui nous ont rendus heureuses, et d'autres qui ont été plutôt des galères. Mais voilà, il nous a accompagnés et lui et nous, on a voyagé jusqu'à aujourd'hui et on va continuer de bien cohabiter ensemble. T'es le genre de fille à allumer les mecs, à draguer les mecs ou à te laisser draguer? T'es jalouse comme fille? T'es le genre de fille à larguer les mecs ou à attendre qu'on te largue? Non mais la dernière fois que t'as pleuré pour un garçon. Je sais plus. On me drague pas du tout. On n'ose pas te draguer peut-être. Peut-être qu'il faut leur demander, mais moi je me fais pas draguer du tout. T'es fidèle? Oui. T'es fidèle? Idéaliste. Ah bon? Ouais. Quand t'es avec un garçon, tu te trompes pas, c'est sûr. Non mais je sais pas, dis-moi. Oui, enfin ça c'est aussi... Je sais pas, t'es à New York... J'ai pas beaucoup d'expérience, tu sais. J'ai été à un moment objetisée par les médias des années 90 qui étaient très orientés et qui sexualisaient énormément les jeunes filles parce que ça avait une valeur marchande à l'époque. Et donc j'ai été très objetisée sur mon physique et sexualisée et présentée d'une telle manière que quand je rencontrais les gens dans la vraie vie, il fallait que d'une certaine manière je fasse patte blanche parce que on pensait que j'allais être dans une séduction, que j'allais voler les mecs des nanas. Donc on avait peur de vous, quoi. Non, mais il y avait comme un truc prédéfini qui laissait penser que potentiellement j'allais être mangeuse d'hommes ou je sais pas quoi. Vous étiez trop belle. Alors que non, je pense que c'était pas la question. Il y avait une mauvaise représentation. Oui, il y avait une idée préconçue qui a été fabriquée et pas par moi, et donc je devais défaire l'idée préconçue et m'en comporter de telle manière que calmer le jeu. Donc je parlais d'abord aux femmes. Ouais. Délibérément, je ne m'adressais pas aux hommes pour qu'on puisse se rencontrer, quoi. C'est tout un. Bon, maintenant ça s'est calmé, ça, c'est cool. Justement, quand on se posait cette question, c'est vrai, quand on est très belle, en tout cas dit très belle, comment on vieillit? Comment ça se passe d'avancer en âge? Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce qu'on se dit, bon, on va plus me donner cette image-là? Bah oui, d'ailleurs, je vivais pas si bien que ça, qu'on me regarde dans la rue, tout ça, et je savais jamais si c'était parce que on me reconnaissait ou parce qu'on me draguait, enfin, c'était un peu... Et puis...
je crois que c'est pas ce que je cherchais, mais je le savais pas. Et tout le monde me regardait tout le temps. Alors, c'était un mélange de la célébrité qui fait ça. Mais du coup, moi qui adore observer, qui regarde les gens, je pouvais plus. Ouais. Et puis, c'était compliqué aussi de rentrer vraiment en rencontre avec des gens qui ont déjà une idée préconçue. J'étais pas hyper à l'aise avec ça. Là, le fait que je puisse être dans la rue, regarder les gens et qu'on me calcule pas, ça me convient très bien. Maintenant, évidemment qu'il y a des moments où je me réveille le matin, je fais merde, ça c'est chiant, c'est nouveau. Il y a un truc, un endroit là du visage, ça va pas. Dire qu'avant je me sentais pas belle, alors que parfois je tombe évidemment sur des trucs malgré moi. Et je tombe sur une photo, un déménagement, ça, on range des photos. Merde. La vache, j'étais quand même une bombe. Et le décalage monumental entre l'image que je vois quand je me vois jeune et l'état dans lequel j'étais, mental, d'incertitude, de peur, de doute, de tout ça, il y a une partie de moi qui est vraiment libérée, soulagée de ne plus être dans cette crainte de déplaire et tout ça, et d'aller faire mon chemin et sur ce chemin quand même de fédérer. Donc ça c'est merveilleux. Et puis il y a le pendant qui est que quand je suis pas dans la création, dans ce mouvement, ce cercle vertueux des rencontres, du travail en équipe, de tout ça, je suis un peu, ça m'arrive d'être minée, quoi, de me dire dire que j'étais tout en longueur, et puis là Là, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça grossit à des endroits où on se soupçonnait pas. Non, alors là, c'était pas prévu. Oui, je constate quand même que plus ça va, et moins on arrive à changer ça, en fait. C'est de plus en plus dur de mincir, mais j'aime tellement manger. Il y a des moments où je me dis, non, tant pis, je crois que je préfère manger. Moi, j'aime bien, c'est bien. Ouais. Alors, Mathilde Amet, elle vieillit avec bonheur, mais elle se dit malgré tout minée quand elle tombe sur des vieilles photos ou quand son activité est moins intense. Quelles sont les clés pour s'accepter tel que l'on est face aux signes du temps? Christophe André. Alors non, en réalité, ça part plus tôt. Moi, je crois que la première question pour un humain, c'est de s'accepter tel qu'il est, quelle que soit la période. Parce que même des jeunes femmes de 15 ans, 20 ans, 25 ans, il arrive, même, je crois que c'est assez fréquent, qu'elles ne s'acceptent pas, même les hommes. Enfin, on a tous quand même du mal, ou la plupart d'entre nous, du mal à nous accepter parce qu'on voudrait toujours être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, un corps plus désirable, plus proche de la perfection, un esprit plus vif, et tous ces trucs-là. Donc ce défi de l'acceptation, il se pose à tout âge de la vie, bien évidemment. L'acceptation, c'est je vois le réel comme il est, et non pas comme je le voudrais ou comme je le rêverais. Donc, je prends le réel comme il est, je me dis, ok, c'est pas forcément ce dont tu rêvais, mais c'est ça que tu as, et il y a mieux, il y a pire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et donc, l'acceptation, c'est un préalable à l'action, à l'engagement dans l'action. Bon. Alors, ça, c'est la théorie. Ok, d'accord. Alors, non, mais je crois que le problème que soulève la réflexion de Mathilde Amet, là, que vous venez de dire, c'est finalement se rappeler que vieillir, c'est pas une chance, quoi. Moi, je considère que c'est pas. Parfois, il y a des gens mentent et disent oui, j'adorerais être une grand-mère, j'adorerais vieillir, il me tarde d'être un papy. Mon œil, je vais vous donner une baguette magique à n'importe quel humain qui arrête son vieillissement. Tout le monde l'apprend, bien sûr. Donc, vieillir, c'est pas une chance parce que c'est quand même le corps qui part un peu en cacahuète par petits bouts. On a un peu plus mal au dos, on a un peu mal au cou, on court moins vite, on s'essouffle dans les escaliers. Il y a les histoires de ménopause, d'andropause, puisqu'on s'aperçoit que ça peut exister. Bon, bref. Donc ça, si on pouvait s'en passer, ça serait mieux, honnêtement. Mais c'est pas non plus une catastrophe, c'est pas non plus des drames. C'est-à-dire, on est toujours en vie. Ça veut dire qu'on est toujours en vie. Est-ce que le jour où on n'a plus mal nulle part, on n'a plus de ménopause, plus d'andropause, plus rien, c'est qu'on est mort. Donc,
Déjà, le premier choix, c'est que si on pouvait ne pas vieillir, on préférerait ne pas vieillir, mais si on pouvait continuer de vivre au lieu de mourir, on continuerait. Donc voilà, réjouissons-nous de ça. Et puis, quand même, le seul côté positif du vieillissement, c'est qu'il veut dire un truc hyper important, c'est qu'on a vécu. C'est qu'on est toujours là, qu'on a une vie qui nous a nourris, qui nous a apporté, qui nous a enrichis. Et je crois que ça, c'est quand même top. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, je vais bientôt avoir 68 ans, je suis moins bien dans mon corps qu'à 20 ans, c'est clair. Même si, bon, il me fait des misères, mais qui ne sont pas dramatiques. Il y a pire, évidemment. Mais dans ma tête, j'ai vécu plein de trucs géniaux, quoi. Et si la mort devait me prendre aujourd'hui, ça serait moins injuste que si elle m'avait pris à l'âge de 20 ans. Donc je crois qu'on doit quand même se rappeler ça, que le vieillissement, il n'est pas une chance, sauf en ce qu'il nous a permis de faire plein de voyages. Si on revient à l'image du voilier, ce bon vieux voilier, là, ce vieux gréement, comme disait Marin, qui est notre corps, il nous a fait faire plein de voyages. On s'est tapé des bonnes grosses tempêtes, on s'est retrouvé à l'eau, on a fait naufrage, j'en sais rien, mais on est toujours là. Et donc, c'est mieux que d'être tout au fond de la mer. Tout d'un coup, je me dis, aux femmes qui nous écoutent, aux hommes même qui nous écoutent, mais aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'il faut aussi Parce que vous, il y a un moment où vous vous êtes dit, je vais passer à l'acte, je vais faire mes projets, je vais monter, je vais écrire des pièces. Il y a quand même un passage à ce moment. Oui, il y a eu un passage qui était précédé d'un passage à vide. Le passage à vide a été presque la clé vers un autre possible. Moi, il y a eu vraiment une période, de questionnement profond et existentiel. Je voulais me développer. Et puis, les rôles qu'on me proposait étaient de moins en moins intéressants, de plus en plus réducteurs. Et je me disais, mais il y avait une dichotomie forte et ça a créé une sorte d'implosion intérieure avec une envie de tout envoyer balader. J'ai fait une sorte de... Il y a eu un grand vide, un vide assez terrifiant, parce que d'autant plus que quand on a été très désiré, quand on a été très encensé, le choc, je veux dire, le choc du vide est d'autant plus fort, quoi. J'ai été comme happée par le vide. Et j'ai réfléchi sur la question de la singularité. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on avait chacun de singulier, qu'est-ce qui faisait la différence entre moi et une autre. Et on est tous singuliers. Et je me suis dit, voilà, donc je suis un mélange entre la musique, la danse, un goût pour un certain type d'humour plutôt anglo-saxon. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et puis je me suis dit, j'ai créé un premier spectacle qui s'appelait Plus si affinité, que j'ai joué avec Pascal Légitimus, qui a collaboré ensuite à l'écriture, mais au départ c'était une idée que j'avais pour me donner des rôles qu'on m'offrait jamais, notamment sur le registre de la comédie. Et c'était toutes les rencontres amoureuses, tous les contextes sociaux, culturels possibles, imaginables. On jouait 20 personnages, c'était une sorte de zapping très, très rapide comme ça. Non, et puis je suis comme tout le monde, hein. Je cherche le prince charmant, l'homme, avec un grand L. C'est quoi la femme sexuellement idéale ? Écoutez, pour moi c'est tout vu, c'est celle qui me dit oui. Et puis je vais te dire franchement, j'en ai un petit peu marre de cette course effrénée au plaisir. Qu'est-ce que t'as dit là ? J'aime ton élégance, j'aime ton intelligence. Vous décrivez votre parcours comme merveilleux, décevant, chaotique et heureux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ces 4 adjectifs ? Comment ça se passe ? C'est ça, j'ai l'impression d'avoir attendu beaucoup avant de m'autoriser à faire. C'est vers l'âge de 50 ans que j'ai commencé vraiment à vous libérer. Déployer. Ouais. C'est même plus qu'une libération, c'est une naissance. C'est même pas une renaissance, puisque avant 50 ans, j'ignorais même que j'allais un jour faire ce que je fais aujourd'hui. C'était même pas un sujet. Je me suis même pas autorisée à rêver qu'un jour je ferais ça. C'était même pas dans mes pensées. Donc, on ne sait pas à quel point on a des ressources en soi cachées, qui sont comme des trésors,
que peut-être certains outils peuvent vous aider à découvrir, comme la psychanalyse, qui pour moi a été vraiment un travail passionnant et qui m'a donné aussi des outils pour comprendre l'autre et écrire des personnages. Vous avez fait une psychanalyse qui a duré combien de temps? Je sais même pas. Moi, je pense que ça dure une vie, en vrai. Ouais. C'est un mode de vie, en vrai. Est-ce que vous l'avez commencé à quel moment? Je l'ai commencé quand j'attendais mon premier enfant, ma fille, où là, j'ai pris la mesure peut-être de l'énorme responsabilité et je me suis dit que l'amour suffisait pas, que c'est une facilité de dire tant qu'il y a de l'amour, ça ne veut absolument rien dire. Au nom de l'amour, on fait énormément de dégâts et la plupart des parents, à part les psychotiques et fous dangereux, la plupart des parents veulent le bien de leurs enfants et font énormément de dégâts en aimant leurs enfants. Bien sûr. Donc, je me suis dit que là, vraiment, il fallait travailler là-dessus et j'ai fait de manière autodidacte comme des études pour comprendre le développement du psychisme de l'enfant et de fait, il a fallu que je passe par moi pour éviter de transmettre les choses. On transmet toujours à son insu. C'est peut-être même ce qu'on transmet le plus, mais éviter quand même certains écueils de réparation à travers son enfant, ou bien de répétition, encore pire, ou bien de compensation, agir et non pas réagir. Voilà. Vous avez 58 ans. Oui. Vous êtes sublime. Mais c'est vrai que hier, je me demandais quel âge j'avais et je parlais avec Dominique Besnéard, que je connais depuis longtemps, enfin sans vraiment. Et il me dit, je lui dis, mais je crois que j'ai 59. Et il me dit, non, t'es né à quelle époque? Je dis 65. Il me dit, ah, t'as 58. Je dis, ah, bah voilà. Mais bon, c'est vrai que je suis pas focalisée, donc. Mais c'est quoi vos tips? Vous avez bien des tips? Parce que moi, je veux bien vous ressembler à 58 ans. Oh, bah, vous êtes bien, dis donc. Bah, non, mais. Ça prend un bon chemin. Vous êtes gentil. Bon, le sommeil, c'est une clé. Et se coucher pas trop tard. Maintenant, c'est devenu très nécessaire pour se sentir bien et ça se voit vraiment. La différence est énorme. C'est des tips, c'est hyper commun. Mais ouais, mais c'est bien. Des lieux communs même. Au moment de la ménopause, on peut avoir le sommeil très perturbé. Ouais. Ça arrive la plupart du temps. Quels sont vos conseils, vous, pour s'endormir et se rendormir sereinement? Est-ce que il faut méditer? À quel moment? Qu'est-ce qu'il faut faire, Christophe? Le sommeil perturbé. Alors c'est vrai qu'on a des études montrant que c'est chez les femmes ménopausées, ça serait environ 1/3 à 2/3 des femmes ménopausées qui auraient des troubles du sommeil, mais c'est aussi un peu vrai chez les hommes. C'est-à-dire la perturbation du sommeil, elle est liée au vieillissement. Plus on avance en âge et plus on a un sommeil fractionné. C'est-à-dire en gros, à chaque cycle de sommeil, toutes les 1h30, 1h30, 2 heures, quand on a 20 ans, le sommeil devient très très léger, on est presque en état d'éveil, mais on se rendort. Quand on en a 50 ou 60, on se réveille pour de bon. Donc, au début, on se dit « Merde, c'est pas normal ». Et donc, je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est de se dire « Ben non, c'est un sommeil fractionné, mais c'est gérable, je peux m'en sortir ». Et la deuxième, c'est justement adopter la bonne attitude. Donc, finalement, pour comparer, c'est un peu comme si la nuit, c'est un peu, voilà, on monte dans un train et toutes les 1h30, le train s'arrête en gare. Quand on a 20 ans, on ne nous fait pas descendre de la couchette, on continue de dormir. Quand on a 50 ou 60, à chaque arrêt, on descend sur le quai et puis on remonte. C'est un peu moi, ça, c'est mes nuits, ça. Et il faut se rendormir. Mais j'ai aussi ce problème, je me réveille complètement. Mais voilà, quand il faut se rendormir, le grand obstacle, c'est la peur de ne pas se rendormir. C'est-à-dire, punaise, si je ne me rendors pas, j'ai peur de passer 1h30 de nouveau à tourner dans mon lit. Je vais être fatiguée demain, je vais être crevé demain. Donc, dans ces moments-là, c'est l'esprit de la méditation, de la détente, c'est se dire, très bien, voilà,
tu peux pas déclencher ton rendormissement, mais tu peux le préparer et au moins te détendre. Voilà. Si tu dois pas dormir, si tu dois passer une nuit d'insomnie, eh bien, c'est mieux de la passer détendue, en respirant, en relâchant tes muscles, en ne te retournant pas toutes les 3 secondes, que, voilà, c'est en étant au comble de la fureur. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a ces pensées sur la peur de ne pas me rendormir, mais j'essaie. Voilà. En tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on recommande. On a des petites études qui montrent l'efficacité de ces approches. Mais il y a aussi se rappeler que le sommeil, ça se prépare dans la journée. Le sommeil, ça se prépare vraiment dans la journée. Et c'est biologiquement. C'est que dans la journée, notre cerveau sécrète des petits neurotransmetteurs dont l'accumulation permettra de mieux s'endormir. Et ce qui facilite le sommeil, le soir, la nuit, c'est dans la journée, bien sûr, avoir eu de l'activité physique, s'être bien exposé à la lumière dès le matin et pas s'être levé à 4 heures de l'après-midi, parce que là, on désynchronise notre horloge biologique. Donc, il y a toutes ces choses-là. Avoir pris soin tout au long de la journée de faire baisser la pression. Tout au long de la journée, notre tension monte, quoi. Il y a les activités s'accumulent, les obstacles aussi s'accumulent. Et si plusieurs fois dans la journée, on ne se pose pas pour se dire « Allez, respire un peu, détends-toi, ne fais rien, évacue un peu la pression », évidemment, le soir, elle sera plus dure à évacuer. Et puis, il y a tout ce temps de juste l'antichambre du sommeil, voilà, le vestibule du sommeil. Et là, on sait aujourd'hui qu'il y a des amis et des ennemis. Les ennemis, c'est les écrans, être coincé sur ces écrans, surexposé à la lumière bleue. Donc, la règle actuellement, c'est de dire 1 heure avant l'endormissement, on arrête les écrans et surtout, on ne fait jamais rentrer l'ennemi dans la chambre et encore moins dans le lit. Et c'est vrai que ce qui facilite l'endormissement, c'est plutôt bouquiner. La lecture, plutôt bavarder tranquillement de sujets pas trop stressants. Si on peut essayer de s'endormir sur les bons souvenirs de la journée, des petits moments sympas, des trucs très simples, très simples. Je repense au beau temps qu'il a fait aujourd'hui, je repense à une rigolade avec une copine, je repense au dessert de ce midi ou à l'entrée de ce soir. Et même s'il y a eu des soucis, quoi, même si mon cerveau me dit « Oui, tu penses à ça, mais il y a eu aussi ça, ça et ça. » Ok, oui, c'est vrai, mais moi, ce que je voudrais, c'est m'endormir avec les bonnes choses de la journée. Voilà, ça, ce sont des petites préparations. Et là encore, c'est comme la méditation. Plus je pratique ça, plus je muscle ma capacité à savoir le faire et à le faire correctement. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent, aux personnes qui ont peur de vieillir ou aux femmes qui sont en pleine ménopause qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ça, c'est tellement... Personne n'a une recette ou même... c'est tellement individuel et c'est tellement... Je milite pour le mouvement. C'est-à-dire que à partir du moment où est née l'idée de se mettre en mouvement par un questionnement, ne serait-ce que par ce questionnement de sa place et de sa singularité, ça vraiment, je crois qu'un mouvement entraîne une chose qui en entraîne une autre et et une fois que le mouvement est en route, c'est ça qui est merveilleux, il est impossible à arrêter ou même de revenir en arrière. Donc, mais la mise en mouvement, même une mise en mouvement, même simplement physique. Non, mais moi je crois beaucoup à ce que vous dites. Le mouvement, c'est la vie, c'est très important. Ouais. Oui, et je crois qu'il est moins naturel d'arrêter le mouvement que de le laisser faire. C'est le mouvement. Quand on est très déprimé, ce qui arrive dans nos vies, on a des vies compliquées. Et là, en ce moment, on a de vraies raisons tangibles de se sentir mal et d'avoir peur, d'être très angoissé par l'avenir. Bon, la mise en mouvement est un impératif, là d'autant plus, qui permet vraiment de préserver sa santé mentale. Je crois que c'est cette mise en mouvement, et elle peut être anodine au départ. Elle peut être de marcher dehors 1 demi-heure, juste de s'autoriser ça. C'est des petites choses.
J'y crois, moi, ces petites choses. Moi, je me suis rendu compte que quand je marchais le matin, au moins, j'avais fait ça pour moi. Et qu'après, quand ça n'allait pas, je me disais, souviens-toi, ce matin, t'as marché. Ouais. T'as fait ça pour Une toi. bonne chose pour soi. Et faire son lit le matin, parce que ça, c'est immuable. C'est-à-dire que le soir, on rentre dans un lit qui a été fait. On n'est pas, voilà. Lever la tête aussi. On oublie en ville. On est souvent la tête baissée. De lever la tête vers la beauté des immeubles parisiens, le ciel qui regorge de magie, de mouvement. Écouter. Même là, j'ai la chance d'être dans un quartier à Saint-Ouen assez calme et le matin tôt, on entend certains oiseaux. D'où ça vient? Je cherche toujours d'où ça vient. Lever le nez. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes de 50 ans qui sont en pleine ménopause, qui se sentent mal dans leur peau et qui ont besoin qu'on les regonfle d'amour et de conseils? De pas rester seul avec leurs complexes. Et si c'est le cas, moi je crois que le chagrin qu'on peut avoir devant le vieillissement de son corps et l'aveuglement qu'on peut avoir devant le fait que ce corps reste quand même sympa et désirable et opérationnel, ça se nourrit beaucoup de la solitude, de l'isolement. Donc le premier conseil, c'est parlez-en davantage avec vos amis, écoutez davantage les gens qui ont réfléchi sur ça, qui se sont rebiffés contre ça. Déjà, ouvrez vos chakras un peu et voyez les choses différemment. Et puis, une fois de plus, essayez de vivre différemment. Si finalement vous aviez renoncé à une vie sexuelle, si vous aviez renoncé à des façons de vous habiller ou des façons de vivre, parce que vous pensez que avec la ménopause on ne peut pas faire autrement, ou avec tel ou tel âge on ne peut pas faire autrement, faites le test finalement, peut-être en vous appuyant sur quelques copines, fonctionnez différemment, permettez-vous de danser davantage, de faire la folle davantage, de faire tout un tas de trucs que vous n'osez pas faire. Et regardez ça honnêtement, je crois qu'on se ment beaucoup à nous-mêmes dans le renoncement. On se fait croire qu'on n'en a plus envie, alors qu'on en a envie, mais qu'on ne se le permet pas. Donc il faut faire attention à ces histoires-là. Soyez sincères avec vous-même, ne restez pas seul, permettez-vous, essayez, testez, et dites-vous que la pire personne pour juger de tout ça, c'est vous. C'est pas, vous avez un regard trop biaisé, trop dur, trop exigeant, et c'est pas un bon plan. Christophe André, merci, c'est adorable. À vous. Merci beaucoup, Mathilda. On va lever le nez en pensant à vous. Un peu de hauteur, ouais. À la cinquantaine, Mathilde Amet, l'ex-petite poupée du cinéma français, est devenue une artiste talentueuse et accomplie. Elle a trouvé sa place. Et si la cinquantaine nous permettait aussi de devenir celle qu'on a toujours voulu être ? Parce qu'enfin on se connaît, parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus, qu'on a appris à s'affranchir un peu plus du regard des autres, parce qu'on ressent souvent une nécessité à se réinventer. Et puis j'aime bien penser que mon corps est ce vieux gréement chargé d'histoire qui a beaucoup pris la mer et qui sait maintenant naviguer entre tempêtes et territoires à explorer. Merci à Mathilde Amet de nous avoir fait partager son éclosion vers la lumière à travers les années. Merci à notre Christophe André pour sa présence enveloppante, sa clairvoyance et sa bienveillance. Merci à Sophie Drumin qui a réalisé, écrit et monté cet épisode. Merci à Célia Brondeau qui l'a mixé et à Alban Claudin qui l'a mis en musique. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!